Bernard de Montréal. Vous avez connu? Cet entretien avec Donald Moses va vous permettre de mieux le connaître sûrement. Avez-vous connu Bernard de Montréal? 96% de la salle, c'est bien. Hein? Fait que, donc, on peut dire que Bernard était quand même un personnage qui a marqué ici, au Québec. Alors, on l'accueille immédiatement, Monsieur Donald Moses. Bonjour. C'est son vrai nom, hein? Puis moi, j'avais écrit ça comme Moïse. M-O-I, ça, parce qu'en anglais, Moïse, c'est Moses. Moïse en juif, en hébreu, Moïse, ouais. Mais en anglais, c'est Moses. Alors, Donald Moses, je sais que vous étiez dans l'ombre de Bernard, dans ses activités, dans ses séminaires. Vous étiez son homme de main, son organisateur, bien souvent, son homme de confiance. Vous l'avez connu comment, Bernard? J'ai connu Bernard au travers des conférences. Première fois qu'on l'a vu, je crois, c'était en 76, 77 sur un... 77. 77, donc... En mai 77. J'allais déjà à tes activités, et quand on a vu Bernard à la télévision pour la première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont vu pour la première fois, on écoutait Bernard, on comprenait rien, on disait comment ça se fait, il parle français, puis on comprend rien. Oui, c'était une émission noir et blanc à ce moment-là. Ça a marqué. Et finalement, on a continué à aller dans les activités de Richard. Richard faisait des conférences au cégep à Longueuil. Édouard Monti. Monseigneur Parent. Monseigneur Parent. C'est ça. Et puis, de fil en soir, on a fait un séminaire. Et puis, c'est ça. On a connu Bernard. Comme je te dis, moi, je l'ai connu à ton émission, et ensuite, comme spectateur, puis après ça, comme assistant aux conférences de Bernard. Mais comment tu es arrivé proche de lui? On peut se tutoyer, on se connaît depuis. Oui. C'est un concours de circonstances. Évidemment, il n'y a pas d'hasard. Il y a toujours des événements qui font qu'on se rencontre. Bernard avait proposé qu'on crée, que lui appelait un directoire parmi les séminaristes. C'était en 1982. OK. Et puis, il avait nommé quelqu'un qui était censé être en charge, c'était un monsieur Labelle. Puis, okay. Il avait dit, ceux qui sont intéressés à faire partie du directoire, allez voir monsieur Labelle. Puis, bon. Un directoire, ça voulait dire un groupe qui dirige, dans le fond. C'était ça. Lui, ce qu'il parlait, c'était comme un conseil d'administration. En tout cas, on n'a pas réellement eu son fond de pensée. Mais là, tu as dit un mot, tu as dit un séminaire. Qu'est-ce que c'était, les séminaires de Bernard? Le séminaire de Bernard de Montréal durait une fin de semaine. Et l'objectif du séminaire, en fait, le séminaire, comme tel, durait 2 heures. Après 2 heures, son séminaire était fini. Ce qui parlait... Pourtant, ça commençait le vendredi soir, ça allait jusqu'au dimanche soir. Là, oui. Mais il faut comprendre que la raison d'être du séminaire, c'était pour expliquer le phénomène de la pensée. Ce qui expliquait dans les 2 premières heures du séminaire, c'était que les pensées qui nous viennent dans la tête ne nous appartiennent pas. Autrement dit, ce sont des pensées qui nous sont imposées. À partir de ce moment-là, quand les individus sont conscients ou deviennent conscients de ça, ils font en sorte de... Bon, là, on rentre, là, si tu veux, dans le processus là, d'intégration de la conscience supramentale. Mm-hmm. Bon, je vais juste revenir au séminaire. Ouais, évidemment, si... moi, quand j'ai fait mon séminaire, ça coûtait 100 $. Les derniers qui ont fait leur séminaire, ça coûtait 1000 $. Ou à peu près. Donc, ils ne pouvaient pas demander aux gens d'être là pour 2 heures pour 1000 $. Tu sais? Donc... Et c'était-tu le même contenu, à peu près? Le vendredi soir, même contenu. Ça, c'était sûr, juste... C'était ces 2 heures du vendredi soir, puis c'était fini? Le samedi puis le dimanche, qu'est-ce qui se passait? Évidemment, à partir du moment où il avait présenté ce phénomène-là de la pensée qui faisait en sorte que ça introduisait les gens à la conscience supramentale, après ça, il travaillait avec les gens pour tenter de, comment je dirais, donc harmoniser
les gens qui étaient là, dépendant qui était là, de la vibration de la salle, répondre à leurs questions personnelles, répondre à leurs objections, répondre à tout ce qu'ils pouvaient répondre. Ils faisaient de la voyance, mais ça dépendait toujours du groupe. Le séminaire, à partir du moment où Bernard avait fait ses 2 heures D'enseignement. Après ça, il passait à la pratique, si on veut. il passait à la pratique, parce que il répondait aux questions des gens. En fait, ça devenait personnel pour chacun des gens qui étaient là. S'il y avait des questions, vous posez une question à Bernard, puis il répondait. Fait que c'était un ajustement de les personnes qui étaient là avec la vibration, le langage de Bernard. Okay. Parce que son langage était différent de le langage de la masse. Je sais pas. C'est-à-dire les mots, le vocabulaire était différent. Puis de la façon qu'il s'exprimait. Tu sais, quand je disais tout à l'heure que la première fois qu'on l'a vu, on dit, regardons ça, il parle français, puis on comprend rien. Oui, c'est vrai. Bon, parce qu'il y avait un vocabulaire qui y appartenait. Fait que... C'est un vocabulaire ésotérique qui veut dire qu'il s'adresse qu'à des initiés. Et plus les gens l'écoutent, plus ils deviennent initiés, et plus finalement ils finissent par bien comprendre. C'est ça. L'autre chose, c'est que il n'y avait pas de mots nécessairement qui pouvaient expliquer la conscience supramentale. C'était nouveau, c'est nouveau. Fait qu'il y a des mots qui inventaient. Fait que, évidemment, il fallait que les gens soient à l'écoute. Il y avait aussi une très grande culture ésotérique. Hein? Il a dirigé une librairie ésotérique au Centre Rockland pendant des années. Donc, il connaissait les termes qu'on trouvait dans la cosmogonie d'Urantia ou les termes qu'on trouvait dans Aurobindo, parce qu'Aurobindo, le mot supramental, c'est Aurobindo qui l'a créé. Oui. Et c'est pas Bernard. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus à personne. Là. C'est un mot maintenant qui est connu en ésotérisme. C'est un mot qui fait partie du vocabulaire. Là. Ésotérique. C'est ça. Ouais. Mais bon, alors donc, le séminaire se déroulait comme ça. Alors, son groupe directoire était chargé de voir à la bonne marche de tout ça? Non. Son groupe directoire, c'était un groupe qui était séparé de la masse des séminaristes, dans un sens, qui organisait des activités, qui aussi est devenu un groupe d'affaires. Et puis, l'objectif de Bernard, c'était de créer une synergie entre les gens et aussi de mettre en pratique ce qu'il prêchait, la conscience supramentale. Donc, c'était l'objectif de ça. Évidemment, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ego. Hein? Puis ça n'a pas été très loin, le directoire et cette organisation-là. OK. Mais il y a eu une suite. Et si vous voulez, un deuxième groupe s'est formé en 86. À ce moment-là, j'en faisais partie aussi. C'est là que tu es vraiment arrivé en pleine action proche de Bernard. Oui, mais en fait, ma femme est devenue secrétaire de Bernard de Montréal en 84. Qui est toujours ta femme, d'ailleurs. Qui est toujours ma femme. Bravo. 43 ans de mariage. Ah ben, bravo encore plus, hein, c'est avec beau, la même femme. Ouais. C'est beau. C'est vrai, hein. Ouais. On peut dire son prénom, en tout cas c'est Yolande, hein? Tout le monde l'a connu sous le nom de Yolande. Et combien, je te demandais ça en s'en venant ici, combien il y a eu de gens qui ont gravité autour de Bernard, qu'on peut dire que Yolande a rencontré, a contacté par téléphone, par lettre? Il y a eu 3500 séminaristes, c'est pas vrai, oui. 3500 séminaristes. C'est personne qui a fait le séminaire. Un peu, je fais un calcul rapide. Ils n'ont pas tous payé 1000 piastres, là, OK? Non. Parce que là, je me dis, oh là, la fortune. Non, parce que au début, c'était, tu sais, l'objectif d'avoir une masse critique comme toi, ça te permet de parler. Ah oui. Ça crée l'énergie et ça crée la motivation de parler. Donc, maintenant, on avait besoin d'une masse critique pour expliquer la conscience supramentale, qui était son mandat, en fait, c'était un initié. Donc, il ne pouvait pas parler dans le désert. Hein? Il parlait à des gens. Donc, il a créé le bassin de séminaristes. Il y en a qui ont venu et qui n'ont pas revenu. Ça ne faisait pas leur affaire. Bon, mais ça, c'était correct. On a même entendu dire qu'il y a des gens qui ont été perturbés,
psychologiquement, émotivement ou socialement même. Il y en a qui ont divorcé à cause de certains propos que Bernard tenait. Il y a des gens qui ne pouvaient pas supporter que le mari aille ou que leur femme aille écouter du Bernard ou qu'il écoutait des cassettes puis l'autre ne comprenait rien. L'autre, à un moment donné, c'est vrai ça a produit des troubles. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si ton mari... étant à la fin de ton mari, il va jouer au hockey 5 fois par semaine, tu risques d'avoir des problèmes dans le couple. Tu sais, c'est toujours pareil. C'est sûr qu'idéalement, dans notre cas, nous, ma femme et moi, mais on était tous les deux intéressés, donc c'est plus facile. Hein? Mais je vais vous dire que si vous n'êtes pas tous les deux intéressés à que ce soit n'importe quelle quelque chose qui te captive, qui te captive, c'est ça. Si un est captivé par une activité puis que l'autre n'est pas intéressé pas en tout, ça ne durera pas, c'est ça, c'est normal. Ou un doit faire un compromis, c'est bon. Mais c'est ça qui arrivait. Et évidemment, il y avait des gens qui étaient peut-être un petit peu trop, comment je dirais, donc sensibles à tout ça. Ils prenaient trop le mot fragile, ils croyaient. Donc ça a créé des problèmes, évidemment. Mais c'est partout pareil. Peut-être que dans le cas de Bernard de Montréal, vu que c'était réellement public, ça a été plus publicisé. Mais oui, mais il n'y a pas eu de gros scandales autour de Bernard de Montréal, malgré tout, là, quand on regarde les sectes et les mouvements. Parce que est-ce qu'on pourrait presque dire que c'était devenu comme une secte, puis Bernard un gourou? Ben écoute, tu sais, c'est quoi la différence entre une secte et un gourou et ce que Bernard faisait? Ben, il impose des règles de vie. Un gourou va imposer des règles de vie, il va imposer... c'est ça, hein? Bernard n'a jamais rien imposé. D'ailleurs... Il ne forçait pas les gens à sortir de leur vie, de leur milieu. Pas. Contraire. C'était le contraire. Bernard a toujours préconisé que les gens devraient poursuivre leur vie comme il le faisait avant. C'est ça, hein? Tout en étant conscient que, bon, ben, il y a d'autres choses que, tu sais, il y a la conscience supramentale, c'est-à-dire que il y a une science nouvelle, parce que c'est une science nouvelle qui éventuellement va se développer, puis que les gens vont pouvoir mesurer beaucoup plus là, dans le réel là, que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un amorce. Là. Donc, non, Bernard n'était pas un gourou. Écoute, c'est sûr qu'il était magnétique. Il magnétisait, mais c'était pas voulu, c'est-à-dire que c'était pas volontaire. Tu sais, sa parole était magnétisante. Bon, fait que les gens, s'ils n'étaient pas assez forts pour se centrer sur eux-mêmes, puis tenter de prendre cette instruction-là, puis l'appliquer dans leur vie au mieux possible, faisant des expériences. Autrement dit, d'utiliser positivement cette énergie-là, ben c'est sûr qu'il pouvait avoir des problématiques de comportement. Il est décédé maintenant, hein? Il est décédé quand? Hein? Il est décédé en octobre 2003. Le 14 octobre 2003. Ouais. Et il avait fait une rencontre avec le public, je pense 2 semaines avant encore, ça se peut-tu? Oui, puis d'ailleurs, il y avait un séminaire la semaine suivante. Il y avait déjà des gens enregistrés pour un séminaire la semaine suivante. On m'a dit, parce que j'ai passé au dernier jour de Bernard, qu'il faisait des conférences couchées, parce qu'il était pris d'un cancer en phase terminale, puis il continue encore. Ouais. Il était jusqu'au bout. Il n'était pas couché physiquement, mais il était dans une chaise roulante. Il parlait pratiquement pas, on l'entendait pratiquement pas quand il parlait. Les gens allaient là, puis il fallait qu'il réellement là. Bon, il mettait un micro. J'espère qu'il y avait un micro. Oui, hein. Oui, il y avait un micro, mais c'était très bas. Puis évidemment, il y avait une voix éteinte. Moi, je l'ai vu la dernière conférence qu'il a faite. J'étais là, et puis je l'ai rencontré dans le corridor. Fait que il m'a donné la main, puis. T'avais-tu l'impression qu'il était vraiment au bout de la corde, là, c'était fini? Là? Oui. Moi, je suis venu à Québec avec lui, moi, une conférence qu'il a donnée aux gens de Québec 2 mois avant, au mois d'août. Oui. Puis, la raison qu'il est venu avec moi, c'est parce que j'avais un motorisé, un véhicule motorisé, donc il pouvait se coucher sur le trajet. Communément un camper, là? Un camper, oui. Donc, il pouvait se coucher. Okay. Et puis,
Bon, il n'a pas voulu se coucher parce que quand on était ensemble, il aimait tellement parler qu'on a parlé tout le long comme on a parlé ensemble dans le soir, tu sais. Mais il y avait un gros coussin en dessous de lui. Il était réellement là. Bon, ben alors, tu es certainement le gars qui peut le mieux me dire la grande question que je me pose. Comment est-ce qu'il voyait venir la mort? Bernard de Montréal, face à la mort, quelle était son attitude? Il ne voyait pas venir la mort. Pour Bernard, c'est sûr que peut-être intérieurement, tout le long qu'on est venu à Québec dans le motorisé, aller, retour, il me parlait de ses projets. Je vais faire ci, quand je vais être guéri, je vais faire ça, je vais m'acheter un autre motorisé parce qu'il y en a un en France, et je vais peut-être le faire venir, je vais faire des voyages. Il n'était pas question qu'il meure dans son discours. Puis, est-ce qu'il disait, je te demande carrément, est-ce qu'il disait, je mourrai pas? Il aurait pu dire ça. Il a dit que non, je mourrai pas. Il l'a dit tout le long de sa maladie. Hey, est-ce que c'est pas c'est curieux, un gars super conscient de tout l'univers, les autres univers, les autres plans, puis de pas le réaliser pour lui-même, l'inévitable, puis je dirais le naturel, là, c'est évident, là, on ne demande pas un miracle, là, on disait, c'est sa vie. Bon, mais Bernard était conscient d'une chose. Comme plusieurs de nous sommes conscients d'une chose. C'est que si ces gens-là, ces êtres-là qui représentaient lui sont si intelligents, ils pourraient renverser la situation du jour au lendemain. Ben, ce qu'on appelle un miracle, hein, ça existe. Ça existe, hein? Oui. Puis lui, pour lui, là, c'était toujours possible. C'est pas ce qu'il nous disait, mais c'était dans son parler. OK. Par contre, l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que... Parce qu'il disait souvent, je connais mon futur. Et connaissait-il vraiment son vrai futur? Ou le futur qu'on y a fait croire? Je vais dire, Bernard de Montréal avait un corps matériel, il avait lui aussi à vivre une initiation ici. Ouais. Il y avait des choses qu'il savait quand il se pluguait, quand il était en conférence, c'était ouvert. Mais pour lui, personnellement, non. Il revenait comme un humain, comme tout le monde. Il était comme nous, on ne connaît pas notre futur, c'était la même chose. Et puis, moi, il y a des choses que j'ai vécues avec lui que j'ai pas compris. Puis finalement, des années après, j'ai compris pourquoi on avait vécu ces choses-là. Okay. C'est qu'il était lui aussi en initiation, puis moi j'en faisais partie dans le sens que la conséquence de son initiation m'affectait dans un sens. Mais lui, il n'était pas là de me l'expliquer parce que c'était son initiation. Comprends-tu? Oui. Fait que, c'est ça, Bernard de Montréal, il faut faire la grande distinction que c'était deux êtres. Il y avait l'être Bernard de Montréal communiqué, plugué, puis il y avait Bernard de Montréal, c'est à terre ici, là, tous les jours. Ouais. Deux personnes, deux différentes façons d'être, façons de parler. Fait que c'était ça. Moi, je fais la grande distinction. L'instruction, c'est une chose. Bernard de Montréal, c'est une autre chose. C'est ça. Là, on va achever de parler de Bernard de Montréal. On en reparlera encore à Montréal, devant le public là-bas. On ira peut-être dans d'autres domaines. Mais Donald Moses, aujourd'hui, si on reparle encore de Bernard, c'est parce qu'on est au mois d'octobre. Mais bon, Donald Moses, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se passe, un site Internet, pour lancer plus Bernard de Montréal, il n'est plus là. On n'en fera pas une idolâtrie, là, puis on vendra des petites statues de Bernard de Montréal. Il n'y a pas question de ça. Mais il est question du supramental, par exemple. Alors, quel est l'objectif que Donald Moses vise maintenant? Parce que ça a servi comme de rampe de lancement, là, le contact avec Bernard de Montréal. Oui, évidemment, tu sais, moi j'ai vécu le supramental avec Bernard très proche. J'ai été 12 ans, 14 ans, là, C'est ça. à voyager avec, puis presque, il venait chez nous, puis il a élevé mes enfants. Mais là, dans ce temps-là, tu voyais-tu une différence entre les deux Bernard? Le Bernard homme, le Bernard branché. OK. Tu sais, quand Bernard était en avant sur la scène, puis il faisait sa conférence, c'était un autre être. C'est pas le gars assis dans le camper à côté du chauffeur, là. Quand je voyageais avec, puis il mettait ses shorts tout déchirés, puis j'avais presque honte des fois d'aller dans des places avec lui. Tu comprends? Il était très, très, très humain. OK, t'sais? c'est bon. Fait que
c'était 2 personnes. Ah, c'est une image qu'on n'a peut-être pas, le commun du public qui ne sait pas comme ça. Ah, as-tu des photos de cette époque-là? J'ai des photos où il était. On veut voir Bernard avec des shorts déchirés. Non, Mais j'ai pris une photo de lui à un moment donné au Costa Rica. Il y avait une belle fleur sur une branche d'arbre qui était au-dessus du vide. Et puis, Bernard était sur le bord de la route, puis il y avait le précipice, puis il y avait un petit bout de roche qui dépassait à peu près 7 de long de la route, puis il était debout là-dessus. Puis là, il était après prendre la photo sur le... Moi, là, j'étais après crever, j'ai dit, il va tomber, il va partir, tu sais. Puis il y avait ces maudites shorts qui étaient ouvertes par arrière. Tu voyais les fesses, puis lui, il était bien, là, il était relax. Quand je voyageais avec, il était totalement sous ma vibration, dans le sens qu'il voyageait, puis il était relax, c'est moi qui venais. On va là, on fait ça, on prend ça, bon. Ouais. Il n'y a jamais eu d'accident d'automobile ou d'accident dans sa vie? Il s'est jamais cassé une jambe ou quelque chose? Il y a eu un accident avec un auto, oui, il y a eu quelques petits accidents, mais rien de majeur. Non, OK. Des accrocheurs, des choses... Ouais, tu sais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'était pas un gars qui était prone accident, là, tu sais. Non. Mais cette fois-là, j'ai eu peur parce que, effectivement, s'il manque le pied, là, il descend, là, 400-500 pieds, puis, fait que je l'ai posé, là, puis je le vois, là, encore quand je regarde la photo, si je la regarderais, là, avec ses moutadites culottes. Es-tu capable de la retrouver facilement? Est-ce qu'on pourrait l'avoir pour le montage qu'on va mettre sur Internet, qu'on voit Bernard dans ce... Écoute, j'ai des milliers de photos, tu sais, je sais pas. Yolande, on pourrait-tu la retrouver, tu penses? Je sais pas si je l'ai. Ouais, non plus, c'est personnel. Non, c'est personnel, c'est dans sa vie privée. OK. Mais c'était le type de gars, tu sais. Ça montre bien qu'il était vraiment comme tout le monde. Ah, puis il aimait ça, être comme tout le monde. Quoique, si un pied sur le petit bout de roche, c'est qu'il est protégé par quelque chose en haut, puis c'est ça, il est peut-être pas comme tout le monde, tant qu'il est dans sa mission. Il est de même, là. Ouais. Ah oui, il se tient avec la fleur, ouais. Mais en fait, Bernard était un initié tout le temps. Ah oui. Puis moi, il sait que j'ai peur. Quand tu fais ça, il va le faire. Tu comprends? Moi, j'étais avec lui dans les îles Vierges. À un moment donné, il dit, je chauffais le Jeep, il était à côté. Il dit, monte là. Fait que je monte là. Plus je montais, plus la route rapetissait. OK? À un moment donné, là, je regarde là, puis je regarde là, j'ai gelé, j'ai le vertige. Okay? Oui. Fait que là, j'ai gelé, là, j'étais plus capable d'avancer. Fait que je dis à Bernard, je suis plus capable d'avancer. Ah, ben, c'est pas grave, je recule. Mais, tu sais, pourquoi tu penses qu'il m'a amené là? C'était pour me faire vivre cette expérience-là. Bernard était comme ça, par exemple. Il était toujours un initié. Oui. Fait que j'ai reculé. Mais, tu sais... Puis avec lui, tu es en processus d'initiation constant. Tout le temps. Ah oui. Même quand tu te fais une joke, quand il est tranquille, quand il a ses culottes déchirées, il est toujours un initié. Mais Donald Moses, là, est-ce que c'est pas le cas de tout être humain qui vit sa vie sur Terre? Ça peut être tes enfants qui sont en train de t'initier, ça peut être ta femme, ça peut être ton voisin, ça peut être ton chien. Effectivement. Mais eux sont pas conscients qu'ils le font. Lui est conscient qu'il le fait. Okay. Tu comprends? OK. Parce qu'effectivement, tout le monde sert à tout le monde à avancer. C'est ça le karma. Il faut prendre une leçon de la vie de tous les instants. Tous les instants. Mais la différence avec Bernard, c'est que lui est conscient de ce qu'il fait pour tous les mots. Okay. Puis ça fait une grosse différence. Parce que les expériences qu'il te fait vivre, il est choisi, dans un sens. Okay. Fait que ils sont réellement là pour toi. Fait que c'est ça qui rend l'expérience intéressante. Parce que... Mais là, il y a une question que le grand public se pose, puis on va la poser à Donald Moses, qui était très proche de Bernard. Pourquoi ce gars-là, il est mort d'un cancer? On sait qu'en général, un cancer apparaît 4, 5, 6 ans après un choc émotionnel grave que l'être humain ne peut pas gérer avec son cerveau parce que ça le dépasse, c'est hors de son contrôle, ce qui se passe dans sa vie. Et ce choc émotionnel engendre un cancer. Le type de cancer dont il est mort, c'est... C'est le cancer des intestins. Oui. C'est ça. Colon. OK, puis c'est devenu généralisé, évidemment. Oui. Mais ça a commencé par un cancer de poumon. Ah, okay? Ouais. Il a guéri ça. Ça a descendu. Ça s'est généralisé. Maintenant, pourquoi il est mort d'un cancer?
Quel était le choc émotionnel qu'il aurait subi 5-6 ans avant? Non. Le choc émotionnel, c'est la fusion. Tu sais, la fusion, là. Oui, mais il l'a eu en quelle année? En 69. Donc, entre 69 et 2003, il s'est passé pas mal d'années. Absolument. Donc, il l'avait intégré, il l'avait géré. D'autant plus qu'en faisant ses conférences, il rentrait dans son plan. C'était son rôle de parler de tout ça, de faire connaître tout ça. Il a été chanceux parce qu'il y en a plein d'autres qui se retrouvent dans des asiles psychiatriques qui n'en sortiront pas parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Puis quand ils s'expriment, on les prend pour des fous. Parce que personne ne les comprend, comme on disait tantôt. Lui a été accepté par sa femme, par ses proches, par un groupe, finalement par la télévision avec mes émissions, mes conférences. On a compris le rôle de Bernard, qui était vraiment unique et spécial. C'est un des rares qui a réussi à pouvoir passer à travers sans se faire lapider sa place publique. Mais il y aurait d'autres choses qui auraient provoqué un cancer 5-6 ans avant sa mort. Juste en fonction de ce que tu viens de dire, je vais te poser la question. C'est-tu toi qui as choisi de mettre Bernard sur la map ou c'est Bernard qui a choisi Glenn pour le faire mettre sur la map? Tu sais? Ah, là-dessus, j'ai une réponse catégorique. Bernard ne voulait pas venir sur l'émission et j'y ai donné un ultimatum en lui disant un samedi matin, « Tu veux pas venir, mon boy? Tu passes à côté de ta vie et de ton destin. Check ça avec eux autres. » Il me rappelle au bout d'une demi-heure au téléphone, il me dit « Richard, je m'en viens. OK, où est-ce qu'on se retrouve? » J'ai dit « À sortir du pont Jacques-Cartier, je t'amène directement au studio. Et je peux te jurer que Bernard, si ça n'avait pas été de Glenn avec ma tête de cochon, on n'aurait peut-être jamais entendu parler. Non, mais peut-être qu'il t'a choisi parce que tu avais la tête de cochon. Parce que tu avais la capacité de cliquer et de le faire bouger. Tu sais, On a chacun notre rôle, ça c'est sûr. C'est ça. Il n'y a pas d'hasard. Tu sais, pourquoi qu'il a choisi moi pour faire ses affaires? Parce que j'avais une tête de cochon, puis quand je prends un mandat, je le rends au bout. Mais quand on s'appelle Moses, c'est normal. Tu sais, je veux dire, sort le peuple de la soumission, de l'oppression, et pendant 40 ans dans le désert, ben oui, c'est ça. Puis au bout de tout, tu vas te finir sur la montagne, puis tu vas être enlevé. Pendant que les autres vont se retrouver sur la terre promise. Mais tu vois ce qu'ils font avec leur terre promise, eux autres? Ça fait 2000 ans qu'ils se lancent des roches. Fait qu'ils sont pas sortis, du bois. Alors, Donald, toi, là, t'as-tu l'impression que, excuse, là, je vais aller direct, tu mérites un cadeau d'avoir fait ce que tu as fait avec Bernard? Non. Moi, j'ai ma récompense. C'est quoi? Ma balance, si tu veux, c'est que j'ai eu à vivre l'instruction. Autrement dit, là, l'instruction que le monde entend, moi, je l'ai vécue. Avec l'initié. C'est ça. Fait que... Tu dis l'initié alors qu'on pourrait dire le maître. Non. Pourquoi, c'est quoi la différence? Un maître, c'est quelqu'un qui cherche un troupeau. C'est un maître, c'est quelqu'un qui est leader d'une gang, puis cette gang-là... Un bon pasteur, là, comme le bon pasteur, si tu veux. Donc, le troupeau, alors le bon pasteur. Mais un maître, c'est pas celui qui maîtrise et qui se maîtrise la matière qu'il va enseigner et se maîtrise. C'est pas ça un maître? Ça dépend de quel maître. Si tu regardes un maître dans une université, mais si tu regardes un maître en termes ésotériques, c'est pas ça. Un maître, c'est une personne qui a une cour, qui a comment je dirais donc... Ben là, c'est plus ça, un gourou, justement. Là. C'est celui qui monte une chaise en haut, puis là, lui, s'assoit, puis... Tu vois ça aux Indes. C'est ça, ouais. Mais un initié, c'est quelqu'un qui a été initié à quelque chose. Ben alors, un initié... a été formé à quelque chose. Un initié, c'est un incarné qui descend sur la planète avec un mandat spécifique des plans. Oui. OK? Il vient pas ici en réincarnation. Il vient avec un mandat. On n'appelle pas ça un avatar? Dans le langage ésotérique, je connais ces... Peut-être. C'est pour ça qu'on est mieux de définir des mots à mesure qu'on avance. Un avatar, pour moi, c'est pas ça. Un avatar, c'est pas un gars qui va partir d'en haut. Quand il est là, oui. Mais quand il vient ici... Tu sais, quand Bernard de Montréal nous expliquait comment est-ce qu'il a eu son mandat pour venir ici. Ah oui donc, comment? Ah oui donc, oui. Il a fait application. Il y a eu un mandat qui a été donné. On a ce job-là à faire sur la planète Terre. Qui veut le faire? OK? Il a appliqué. Il a présenté 3 plans. 3 CV? 3 façons de faire. OK. Pour atteindre l'objectif. La première a été rejetée. La deuxième a été rejetée. La troisième a été acceptée.
Et Bernard de Montréal, c'est-à-dire l'initié, était surqualifié pour venir faire le job. Mais il y avait, lui, comment je dirais donc, quelque chose à se faire pardonner. D'une façon de parler, là, parce que c'est pas de même que ça marche chez les plans. Mais il y avait quelque chose, lui, à rebalancer, parce qu'il avait fait d'autres choses. Il a déjà dit ça en public. Non. Mais non, écoute, moi j'ai passé des nuits à parler avec lui. Tu sais, là, sacramento. Yolande n'était pas jalouse des fois, là? La souris, il n'y a pas de danger. On allait en voyage, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'assoit pour le souper, ben on rase, on va après le souper. Mais il parlait-tu d'autres choses des fois que de supramental? Ah oui, bon, il pouvait parler de n'importe quoi. On sait qu'il nous a déjà parlé de coach Eaton, là. Ouais, mais... ouais, non, mais c'était nous autres, moi puis d'autres, qui l'amenaient toujours sur ces sujets-là. On posait des questions, nous autres, de curiosité, là, finalement, là. Puis il nous le disait, là, vous êtes trop curieux, là, tu sais, c'est pas... Ce que vous me demandez, là, ça vous servira pas, là, c'est de la curiosité. Ça vous regarde pas. Ben, il disait ça, il disait, ben, je vais vous répondre, mais c'est, tu sais, bon. OK. Fait que... Est-ce que Bernard a, un jour, dans des confidences, a reconnu que oui, il avait rempli son mandat? Ou est-ce qu'il est mort avant que ça soit terminé? Puis que maintenant c'est Donald Moses qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça se continue? Non. Il n'a jamais parlé en fonction de mon mandat et fait. T'sais. Mais lui, est-ce qu'il a reconnu à un moment donné, ah ben, ma job est faite. Je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, il l'a peut-être formulé dans le sens que, tu sais, j'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Fait que, tu sais, quand tu dis j'ai plus rien à dire, puis plus ça allait dans le temps, plus il avait un peu cette attitude-là, tu sais. Je vais y aller aux conférences une journée, il va dire, ben, qu'est-ce que je vais leur parler aujourd'hui, là, tu sais, là, j'ai plus rien à dire, là, tu sais. Fait que, tu sais, il avait fait le tour. Il avait fait le tour. Il a parlé pendant 25 ans. Oui, mais c'est ça. Il y avait toujours du nouveau monde qui se présentait devant lui, là, qui devait l'entendre pour une des premières fois. Oui, c'est ça. Ouais, au public, ben, c'était léger aussi, c'était plus léger. Les séminaristes, là, ils ne refaisaient pas 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois le séminaire, là. Il y en a qui l'ont fait plusieurs fois. Dans les premiers temps, non, il y avait trop de monde. Okay. Mais dans les 3-4 dernières années, là, c'était possible de le refaire si tu voulais le faire. Mais, en tout cas, il y en a un qui l'a fait 14-15 fois. Ouais. Mais ça n'y a rien donné, remarque. Tu comprends pas pour mes boîtes. Nomme-moi pas son nom, hein? Non. OK, ben c'est comme s'il redouble sa 3e année ou sa 4e année 15 fois, tu sais. C'est pas un honneur. Ce qui est important, c'est là que ta question suivante, c'est qu'un jour, il faut que tu sortes de l'université. Comprends-tu? Pour moi, là, l'instruction là, de Bernard de Montréal, c'est une université, une nouvelle science. OK. Oui. Si tu vas à l'Université de Montréal prendre un cours d'ingénieur, un jour, tu deviens ingénieur, puis tu sors, puis tu t'en vas dans le monde, puis tu fais tes affaires. Ben oui. Tu mets en pratique ce que tu as appris. Exact. Avec l'instruction, il faut que un jour, les gens arrêtent d'aller écouter, puis écouter des cassettes, puis écouter tout ça, puis qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, remarque que lire les livres de Bernard, écouter les cassettes de Bernard, c'est un peu comme dans les religions où ils vont à la messe à tous les dimanches, puis ils relisent le même évangile depuis 2000 ans. Fait que, il y a comme un besoin de se remémorer, de se remettre. Puis on sait une chose, on lit Le Petit Prince de Saint-Exupéry. 5 ans plus tard, on le relit, on comprend des nouvelles affaires, on se dit, hein, c'était pas écrit, pourtant c'est le même livre. C'est ça. Bernard de Montréal a fait 132 cassettes pour les séminaristes dans les 4 premières années de 80 à 84, là, 85 peut-être. Là. Bon. On les a toutes écoutées religieusement dans ce temps-là. Là, j'ai recommencé à écouter des cassettes aujourd'hui, 25 ans plus tard. Puis? J'ai jamais entendu ça. Là, je comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends-tu? Là, tu as 25 ans d'expérience. C'est ça. Fait que là, tu peux comprendre ce qu'il disait il y a 25 ans. C'est un peu comme la Bible a été écrite il y a 2000 ans, puis on commence à la comprendre dans certains... Ouais, mettons. Ben, mais chacun la comprend à sa façon. Fait oui, que... mais quand même. Bon, oui. T'sais, on peut donner des explications, des choses tu sais, Vierge Marie qui enfante
sans relation. Oui. Ben, il y a 2000 ans, c'était impossible. Mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. Ah oui, Oui? Bon. Fait que, tu sais, il parlait en parabole dans ce temps-là. L'étoile des rois mages qui passait au-dessus du champ des bergers, puis qui faisait un son qui attirait les bergers vers la crèche. C'est pas une étoile qui passe au-dessus d'un Les champ. étoiles se promènent bas. Pas bas de même, en tout cas, hein? Bon. Hein, c'est ça. OK. Tu sais, fait que, il y a des choses que tu peux pas comprendre dans ce temps-là que tu comprends aujourd'hui. Il y a des choses que Bernard a dit il y a 20 ans, 30 ans, que le monde, puis nous autres même, va comprendre beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante, là, parce qu'il parle pour 2500 ans. La conscience supramentale, c'est une finalité. Tu sais, il y a des gens qui nous disent je suis supramental. Hein? Il n'en existe pas de personne supramentale là. Ça voudrait dire quoi, ça, supramental? Ben, c'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les autres veulent dire. OK. OK? Mais eux disent qu'ils sont supramentales. Donc, tant mieux, tu sais. Moi, j'en ai vu qui avaient acheté les mêmes montures de lunettes que Bernard, fumaient la même marque de cigarettes, et disaient des phrases comme des perroquets de Bernard, là, les mêmes phrases avec le même ton de voix pour le tour, hein. Fait que, tu te dis, oui, des clones. Pas dit des clowns, là, j'ai dit des clones. Et finalement, on se demande, oui, on est dans le temps de l'Halloween, au mois d'octobre, novembre, il y en a qui copient, qui prennent le masque de l'autre, puis tout ça. Ceux-là, ils l'ont pas compris, l'affaire. Ben non. Il y en a qui imitent Elvis Presley encore, puis il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort. T'sais. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? S'il y a certaines personnes qui se déguisent à Bernard à Montréal puis qui parlent comme lui, c'est sûr qu'ils sont accrochés après le personnage, sont accrochés après la forme, c'est pas ça le supramental. Bon, ben là, Donald, on arrive dans le message de Bernard, l'idée de la conscience supramentale. C'est quoi la différence entre une conscience ordinaire et la conscience supramentale? La conscience supramentale, c'est un plan, c'est une dimension. Okay? Quand tu es dans la conscience supramentale, tu n'es plus ici. Tu es sur une autre dimension. Donc, une autre dimension. Tu ne peux pas être parfaitement dans la conscience supramentale puis vivre ici. Impossible. Okay. Parce que tu vas être trop éthéré. Puis c'est un peu ce qui est arrivé à Bernard. Tout à l'heure, on commençait à en parler, puis je ne me suis pas rendu jusque-là. Mais Bernard, le fait qu'il pouvait lever sa vibration à un taux tellement élevé, c'est qu'il devenait beaucoup moins physique, plus éthéré. Bon, tu connais les extraterrestres, OK? Les extraterrestres, certains extraterrestres, ils ont une grosse tête puis un petit corps. Pourquoi? Parce que ils sont tous dans la tête. Ils sont dans le mental, puis ils ont laissé un peu aller leur corps. Leur corps est tellement en dégénération qu'ils ont un problème. En tout cas, je ne sais pas si tu l'ont dit, mais vraiment, l'air, ils vont te dire. Ouais, c'est ça. Ils ont un problème. Fait que Bernard, plus il est dans l'éther quand il fait ses conférences, puis plus il prend son énergie physique, puis il la disperse, puis finalement, il devient faible dans son corps. Est-ce qu'on pourrait dire que lui n'avait pas intégré complètement la conscience supramentale? Sans ça, il n'aurait pas fait cette erreur-là. Non, il ne pouvait pas l'intégrer plus que ça, la conscience supramentale, parce qu'il n'aurait pas pu vivre sur le plan physique. Bernard me disait qu'il était fusionné à 70%. Ah oui, tu as déjà dit ça? Ben oui. Tu sais, que je te répète, 25 ans de conversation, il en a dit des affaires. Ouais, mais des affaires qu'il n'a pas dit à tout le monde, ça, je n'avais jamais entendu ça. Non. Mais à 70%. Parce qu'il dit, plus que ça, je vis plus. Je peux plus vivre. Mon corps, il ne serait pas capable de le supporter. Comprends-tu? Fait qu'il y avait un 30% qui était ici, là, OK? Mais quand il était en avant sur le stand, là, puis il faisait une conférence, là, il était plugué à 100%. Oui. Ben, moi, je me souviens de l'avoir vu qu'avant qu'il commence à parler, moi, je faisais une introduction, il était assis dans des gros fauteuils, et puis moi, je le voyais à côté de moi, là, puis là, il en tremblait. Là, il tombait comme dans un état de transe ou d'état second, d'état altéré de conscience, pour entrer justement en fusion. Puis là, il savait même pas de quoi on était pour se parler. Absolument. On se serrait la main une fois par mois, on s'assoyait, ça commençait, posait la première question, paf! Là, des fois, ça y prenait 30 secondes de silence, 10 secondes.
Là, ça partait. Puis des fois, là, je posais 3 questions dans une heure. Ouais. Ben oui. Puis je me disais, C'est pas parce qu'il forcément. voulait faire gagner ton argent. Ben, Est-ce qu'il aurait pu parler pendant une heure? Ben oui, c'est ça. J'aurais eu honte, tu sais. Mais C'est ça. C'est à suivre avec Donald Moses, à Montréal cette fois, dans la salle 610. Il va aborder d'une manière plus intime le sens du message de Bernard de Montréal, branché